Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que quelque chose a changé. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose de bruyant, mais quelque chose de profond, de fondamental, quelque chose qui se glisse dans l'air comme un murmure ancien. La température a baissé d'1 degré. Juste 1 degré. Vous mettez un pull supplémentaire, vous buvez votre café un peu plus chaud que d'habitude et vous continuez votre journée. Mais le lendemain, elle baisse encore, et le jour suivant aussi, et celui d'après. Et cette baisse ne s'arrête jamais. Pendant des siècles, pendant des millénaires, la température continue de chuter, lentement, inexorablement, comme si la planète elle-même décidait de s'endormir dans un sommeil glacé. La neige qui tombe en hiver ne fond plus au printemps. Alors elle s'accumule, couche après couche, année après année, siècle après siècle, jusqu'à former des montagnes de glace de 3-4 kilomètres de hauteur. New York disparaît sous 1 kilomètre de glace. Londres est ensevelie. Paris n'est plus qu'un souvenir enfoui sous un linceul blanc et silencieux. Les océans reculent, leur niveau chutant de 120 mètres, exposant d'immenses plaines, là où autrefois les vagues se brisaient. Vous pourriez marcher de la France à l'Angleterre sans jamais mouiller vos pieds. Vous pourriez traverser de l'Asie à l'Amérique du Nord, à pied sec, en passant par un pont de terre qui relie la Sibérie à l'Alaska. Le monde que vous connaissez n'existe plus. Il a été remplacé par un monde de glace, de vent et de silence. Et maintenant, voici la chose la plus troublante, la plus fascinante et la plus vertigineuse que je puisse vous dire. Ceci n'est pas de la science-fiction. Ceci est arrivé, pas une fois, pas 2 fois, mais des dizaines de fois, avec une régularité presque parfaite, presque mécanique, comme si un métronome cosmique battait la mesure du temps géologique. La Terre entre dans une période glaciaire majeure, environ tous les 100 000 ans. 100 000 ans de froid, puis un bref réchauffement de 10 à 15 000 ans, puis le froid revient, encore, et encore, et encore. Et cette horloge tourne en ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous respirez, pendant que la Terre poursuit sa course silencieuse autour du Soleil. Avant d'aller plus loin dans ce voyage extraordinaire à travers le temps, l'espace et la science, laissez-moi vous donner quelques faits qui vont, je l'espère, faire exploser votre curiosité. Il y a seulement 20 000 ans, 30% de la surface terrestre était recouverte de glace. 30%, presque 1/3 de toute la terre ferme de notre planète était emprisonnée sous des kilomètres de glace. Et ce n'est pas tout. Le Sahara, ce désert brûlant que nous imaginons comme une étendue infinie de sable et de chaleur, était autrefois un paradis vert, traversé de rivières, parsemé de lacs, habité par des hippopotames, des crocodiles et des communautés humaines florissantes. Les mammouths laineux, ces géants majestueux de l'ère glaciaire, ont été retrouvés congelés dans le pergélisol sibérien avec de l'herbe encore fraîche dans leur estomac, comme s'ils avaient été saisis par le froid en plein repas, figés dans le temps par une force incompréhensible. Alors et voici peut-être le fait le plus dérangeant de tous. Au cours du dernier million d'années, la Terre a passé environ 80% de son temps dans des conditions glaciaires. Ce que nous vivons en ce moment, cette chaleur relative, cette douceur climatique qui permet à nos civilisations d'exister, n'est pas la norme. C'est l'exception. Nous vivons dans un bref interstice de chaleur entre 2 immenses périodes de froid. Nous sommes les habitants temporaires d'une parenthèse tiède dans une histoire dominée par la glace. Alors la question se pose, immense,
vertigineuse, irrésistible. Pourquoi? Pourquoi cela se produit-il avec cette régularité de métronome? Quelle force dans l'univers est assez puissante pour geler une planète entière, puis la réchauffer, puis la geler à nouveau, encore et encore, depuis des millions d'années? Qui a découvert ce secret et comment? Existe-t-il un schéma caché dans le climat de la Terre que personne ne vous a jamais enseigné à l'école? Et la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui comprennent vraiment ce sujet. Sommes-nous en train de nous diriger vers une nouvelle période glaciaire en ce moment même? Ou bien, l'humanité a-t-elle accidentellement empêché la prochaine? Si ces questions vous fascinent autant qu'elles me fascinent, alors restez avec moi, car nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de notre planète. Et d'ici la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais le ciel, la neige ou les saisons de la même manière. Prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ce que nous allons explorer ensemble va changer votre compréhension de la Terre elle-même. Et dites-moi dans les commentaires, avant même de continuer, ce que vous pensez. Sommes-nous en route vers une nouvelle ère glaciaire ou en train de nous en éloigner? Voyons qui aura la bonne réponse à la fin. Pour comprendre pourquoi la Terre entre dans une ère glaciaire tous les 100 000 ans, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement une ère glaciaire. Parce que la plupart des gens se trompent complètement sur ce sujet. Quand vous entendez les mots « ère glaciaire », vous imaginez probablement un monde entièrement couvert de glace, des mammouths errant dans des plaines gelées, des humains vêtus de fourrure se blottissant dans des grottes. Et cette image n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Et l'incompréhension qui en découle est la raison pour laquelle ce sujet est si mal compris par le grand public. En réalité, les scientifiques distinguent deux concepts très différents que les gens confondent constamment. Le premier concept est ce qu'on appelle une période glaciaire au sens large, ou ère glaciaire en anglais, Ice Age ou Icehouse Period. C'est une très longue période durant des millions voire des dizaines de millions d'années, pendant laquelle des calottes glaciaires permanentes existent sur la Terre, au moins à l'un des pôles. Et voici la révélation qui surprend presque tout le monde. Nous sommes actuellement dans une ère glaciaire. Oui, en ce moment même, elle s'appelle l'ère glaciaire du Quaternaire. Et elle a commencé il y a environ 2,6 millions d'années. Elle n'est pas terminée. Nous vivons dedans. Les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland en sont la preuve vivante. Des montagnes de glace qui existent depuis des millions d'années et qui sont toujours là en ce moment pendant que vous lisez ces mots. Le deuxième concept, celui que la plupart des gens confondent avec le premier, est ce qu'on appelle une période glaciaire au sens strict, ou période glaciale en terminologie scientifique. C'est une phase froide à l'intérieur de la grande ère glaciaire, une période pendant laquelle les calottes glaciaires s'étendent massivement, couvrant de vastes portions des continents. Entre ces périodes glaciales, il y a des périodes interglaciaires, des phases plus chaudes pendant lesquelles les glaces reculent vers les pôles. Et c'est exactement là que nous nous trouvons en ce moment. Nous vivons dans une période interglaciaire appelée l'Holocène, qui a commencé il y a environ 11 700 ans. C'est cette période de chaleur relative qui a permis l'invention de l'agriculture, la naissance des premières civilisations,
la construction des pyramides, la découverte de la science et tout ce qui constitue le monde moderne. Tout cela s'est produit pendant un bref intervalle chaud entre deux périodes de glace massive. Techniquement, nous sommes dans une ère glaciaire, mais dans sa phase chaude. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan. Tout semble calme, mais la tempête est toujours là, tout autour, attendant de revenir. Au cours des 800 000 dernières années, nous pouvons identifier environ 8 grands cycles glaciaires, interglaciaires. Le schéma est remarquablement régulier et profondément asymétrique. Chaque cycle dure environ 100 000 ans au total, mais cette durée n'est pas répartie également. La phase glaciale, c'est que la phase froide, dure environ 90 000 ans. Le refroidissement est lent, progressif, graduel, comme une descente interminable sur une pente douce. Les glaces avancent, centimètre par centimètre, année après année, siècle après siècle, conquérant lentement les continents. Puis, presque soudainement à l'échelle géologique, en seulement 5 à 10 000 ans, tout fond. Le réchauffement est brutal, rapide, presque violent comparé au refroidissement qui l'a précédé. C'est ce qu'on appelle le schéma en dents de scie. Une descente lente suivie d'une montée abrupte, encore et encore et encore. Notre interglaciaire actuel, l'Holocène, dure depuis 11 700 ans. Les interglaciaires précédents ont typiquement duré entre 10 et 15 000 ans. Cette simple arithmétique pose une question troublante. Sommes-nous en retard pour le prochain refroidissement? Nous y reviendrons, mais gardez cette question dans un coin de votre esprit. Pour mettre tout cela en perspective, faisons un voyage rapide à travers l'histoire des ères glaciaires de la Terre, parce que notre ère glaciaire actuelle n'est pas la première, et elle est loin d'être la plus extrême. Il y a environ 2,4 milliards d'années, la Terre a connu ce qui est probablement sa première grande ère glaciaire, la glaciation huronienne. Elle est liée à l'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de la vie, le grand événement d'oxygénation, quand les premières cyanobactéries ont commencé à produire de l'oxygène en masse, en détruisant le méthane atmosphérique qui maintenait la Terre au chaud et déclenchant un refroidissement catastrophique. Puis, il y a entre 720 et 635 millions d'années, est survenu l'événement le plus extrême de tous, la Terre, boule de neige ou Snowball Earth. Pendant cette période, il est possible que la planète entière ait été recouverte de glace des pôles à l'équateur. Imaginez cela, une planète entièrement blanche, un monde de glace d'un pôle à l'autre, les océans gelés en surface, la vie réfugiée dans quelques sources hydrothermales au fond des mers. C'est l'événement climatique le plus extrême que la Terre ait jamais connu. Après cela, d'autres ères glaciaires ont suivi. La glaciation andéenne saharienne, il y a environ 450 millions d'années. Et puis la grande ère glaciaire du Paléozoïque tardif, il y a entre 360 et 260 millions d'années, quand d'immenses forêts de fougères géantes et de lycopodes dominaient la Terre et que leurs restes fossilisés allaient devenir les gisements de charbon que nous brûlons aujourd'hui. Et enfin, notre ère glaciaire actuelle, celle du Quaternaire, qui a commencé il y a 2,6 millions d'années et dans laquelle nous vivons toujours. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Les ères glaciaires sont relativement rares dans l'histoire de la Terre. Pendant la plus grande partie des 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète, il n'y avait pas de calotte glaciaire polaire, pas de glace permanente, nulle part.
La Terre était un monde chaud, parfois même brûlant. Ou avec des crocodiles vivant au-dessus du cercle arctique et des forêts tropicales s'étendant presque jusqu'au pôle. Les dinosaures ont vécu pendant plus de 160 millions d'années sans jamais connaître de glace permanente. Les conditions que nous connaissons aujourd'hui, avec de la glace aux deux pôles, sont en fait inhabituelles quand on regarde l'ensemble de l'histoire terrestre. Nous vivons dans un monde froid par les standards géologiques, même pendant nos interglaciaires chauds. Maintenant, à quoi ressemble concrètement une période glaciale dans toute sa puissance? Transportons-nous il y a 20 000 ans, au moment qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, le point culminant de la dernière période glaciale, quand les glaces ont atteint leur extension maximale. L'Amérique du Nord est méconnaissable. Une calotte glaciaire colossale, la calotte Laurentide, s'étend du nord du Canada jusqu'à ce qui est aujourd'hui New York, Chicago et Seattle. En son centre, la glace atteint 3 à 4 kilomètres d'épaisseur. 4 kilomètres! C'est plus haut que la plupart des montagnes des Alpes. Le poids de cette glace est si phénoménal qu'il a littéralement enfoncé la croûte terrestre dans le manteau, poussant le sol vers le bas de plusieurs centaines de mètres. Et cette déformation est si profonde que même aujourd'hui, 20 000 ans après la fonte, certaines régions du Canada et de la Scandinavie sont encore en train de remonter, de se relever lentement à raison d'environ 1 centimètre par an. La Terre n'a pas encore fini de se remettre du poids de la dernière période glaciale. En Europe, une autre calotte gigantesque, Et chez la calotte phéno-scandinave, recouvre la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, la Pologne et une grande partie des îles britanniques. L'Écosse, le pays de Galles et le nord de l'Angleterre sont sous la glace. En Amérique du Sud, la calotte patagonienne recouvre le sud du continent. Les mers se sont retirées de 120 mètres, exposant d'immenses étendues de terre qui sont aujourd'hui sous les vagues. Le monde est un endroit radicalement différent. Et c'est dans ce monde transformé que nous pouvons commencer à comprendre la question centrale qui hante les scientifiques depuis plus d'1 siècle. Pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Quelle est la cause de ces cycles glaciaires? Pour répondre à cette question, nous devons remonter le temps non pas de milliers d'années, mais de quelques siècles. Si jusqu'à l'époque où les géologues ont commencé à réaliser que quelque chose d'extraordinaire s'était passé dans le passé de notre planète. Au début du XIXe siècle, les géologues européens étaient perplexes face à un mystère. Partout dans les Alpes, dans les plaines du nord de l'Europe, dans les vallées d'Écosse, on trouvait d'énormes blocs de roches, parfois de la taille d'une maison, posés au milieu de paysages où ils n'avaient aucune raison géologique d'être. On les appelait des blocs erratiques. Certains pesaient des milliers de tonnes. Comment étaient-ils arrivés là? La théorie dominante de l'époque invoquait le déluge biblique, une inondation cataclysmique qui aurait transporté ces rochers. Mais, en 1837, un naturaliste suisse du nom de Louis Agassiz proposa une idée radicalement différente. Alors, il déclara que ces blocs n'avaient pas été transportés par l'eau, mais par la glace. D'immenses glaciers, des nappes de glace colossales avaient autrefois recouvert l'Europe, et en avançant, puis en reculant, ils avaient charrié ces rochers sur des centaines de kilomètres avant de les abandonner en fondant. Les gens pensèrent qu'il était fou. L'idée que l'Europe entière avait été ensevelie sous des glaciers semblait absurde, fantaisiste, délirante.
Mais les preuves géologiques continuèrent de s'accumuler. Les moraines, ces accumulations de débris rocheux laissés par les glaciers. Les drumlins, ces collines allongées, sculptées par le mouvement de la glace. Les stries glaciaires, ces rayures parallèles gravées dans la roche par le passage des glaciers. Les vallées en nu, sculptées par l'érosion glaciaire, si différentes des vallées en V creusées par les rivières. Peu à peu, la communauté scientifique dut accepter l'évidence. Oui, des glaciers immenses avaient autrefois recouvert de vastes parties du monde. Mais cette acceptation ne fit que rendre la question plus urgente. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait causé ces glaciations? Et surtout, pourquoi semblait-elle revenir de manière cyclique? Plusieurs théories furent proposées. Peut-être le Soleil changeait-il d'intensité. Peut-être des éruptions volcaniques massives avaient-elles bloqué la lumière du Soleil avec des nuages de cendres. Peut-être les courants océaniques avaient-ils changé de direction. Chacune de ces théories avait une part de vérité, mais aucune ne pouvait expliquer la régularité presque mécanique des cycles glaciaires. Ce n'étaient pas des événements aléatoires. Ils suivaient un rythme, un schéma, une cadence quasi mathématique. Et pour résoudre un problème mathématique, il fallait un mathématicien. C'est ici qu'entre en scène l'un des héros les plus méconnus de l'histoire de la science, un homme dont le nom devrait être aussi célèbre que celui d'Einstein ou de Darwin, mais qui reste largement inconnu du grand public. Son nom était Milutin Milankovitch. Milankovitch est né en 1879 dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois, dans un village serbe. C'était un esprit brillant, un mathématicien et ingénieur de formation, doté d'une capacité presque surhumaine pour le calcul et l'abstraction. Mais c'est un événement historique tragique qui allait, paradoxalement, lui donner l'opportunité de changer notre compréhension du climat terrestre. Quand la Première Guerre mondiale éclata en 1914, où Milankovitch, en tant que citoyen serbe, fut arrêté par les autorités austro-hongroises et fait prisonnier de guerre. Mais grâce à l'intervention de collègues scientifiques, il fut autorisé à travailler à la bibliothèque de l'Académie des sciences de Hongrie, à Budapest. Et c'est là, dans cette bibliothèque, en tant que prisonnier de guerre, que Milankovitch entreprit le projet le plus ambitieux de l'histoire de la climatologie. Il décida de calculer, avec une précision mathématique, comment les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil affectent la quantité de rayonnement solaire reçu par chaque latitude de la Terre, à chaque saison, sur des centaines de milliers d'années. Pensez à l'immensité de cette tâche. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de calculatrices électroniques, pas de logiciel, juste un homme, un crayon, du papier et un esprit mathématique extraordinaire. Il calcula à la main, colonne après colonne, tableau après tableau, les variations d'insolation pour chaque degré de latitude, pour chaque mois de l'année, en remontant des centaines de millénaires dans le passé. Ce travail titanesque lui prit des décennies. Il publia sa théorie complète en 1941, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans un livre intitulé « Canon de l'insolation de la Terre et son application au problème des âges glaciaires ». Comme on pouvait s'y attendre, dans un monde déchiré par la guerre, personne ne prêta vraiment attention à ce livre. Milankovitch mourut en 1958, largement ignoré par la communauté scientifique. Ce n'est qu'en 1976, presque 20 ans après sa mort,
que sa théorie fut enfin prouvée de manière définitive. Mais n'allons pas trop vite. Pour comprendre ce que Milankovitch a découvert, nous devons plonger dans les 3 grands cycles qui portent son nom. 3 variations subtiles, mais cruciales, de la manière dont la Terre se déplace dans l'espace. Le premier cycle de Milankovitch s'appelle l'excentricité et il opère sur un cycle d'environ 100 000 ans. Pour le comprendre, vous devez d'abord oublier une image que vous avez probablement en tête depuis l'école primaire, celle de la Terre tournant autour du Soleil en un cercle parfait. Ce n'est pas le cas. L'orbite de la Terre n'est pas un cercle, c'est une ellipse, une forme légèrement ovale, comme un cercle qui aurait été doucement étiré. Et le degré de cet étirement, ce qu'on appelle l'excentricité de l'orbite, change au fil du temps. Parfois, l'orbite est presque parfaitement circulaire. D'autres fois, elle est nettement plus allongée, plus elliptique. Cette variation est causée principalement par l'influence gravitationnelle des autres planètes géantes du système solaire, en particulier Jupiter et Saturne, dont les forces de gravité titanesques tirent et déforment l'orbite de la Terre sur des périodes de dizaines de milliers d'années. Quand l'orbite est plus elliptique, la différence entre le point le plus proche du Soleil, qu'on appelle le périhélie, et le point le plus éloigné, l'aphélie, est plus grande. Actuellement, la Terre est environ 3,4% plus proche du Soleil en janvier qu'en juillet, ce qui représente une différence d'environ 5 millions de kilomètres. Mais quand l'excentricité est à son maximum, cette différence peut atteindre 18 millions de kilomètres. Plus l'orbite est elliptique, plus la variation saisonnière de distance au Soleil est importante et plus cela peut influencer le climat. Mais voici quelque chose de crucial, et c'est le début d'un mystère que nous explorerons en profondeur plus tard. L'effet direct de l'excentricité sur l'énergie solaire totale reçue par la Terre est très faible, environ 0,2% de variation. Et c'est presque rien. Et pourtant, c'est le cycle de 100 000 ans de l'excentricité qui semble dominer le rythme des ères glaciaires. Comment un signal aussi faible peut-il produire un effet aussi massif? C'est l'un des plus grands mystères de la science du climat, et nous y reviendrons. Le deuxième cycle de Milankovitch s'appelle l'obliquité, ou l'inclinaison axiale, et il opère sur un cycle d'environ 41 000 ans. Et vous savez que la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe, comme une toupie. Et cet axe n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite autour du Soleil. Il est incliné. Actuellement, cette inclinaison est d'environ 23,44 degrés. C'est cette inclinaison qui est responsable des saisons. Quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud et inversement. Mais ce que Milankovitch a compris, c'est que l'angle de cette inclinaison n'est pas fixe. Il oscille lentement entre 22,1 degrés et 24,5 degrés au cours d'un cycle de 41 000 ans. Quand l'inclinaison est plus forte, les saisons sont plus extrêmes, les étés sont plus chauds et les hivers plus froids. Quand l'inclinaison est plus faible, les saisons sont plus douces, les étés sont moins chauds et les hivers moins froids. Et c'est ici que se trouve l'une des intuitions les plus brillantes de Milankovitch. Une intuition qui va à l'encontre de ce que la plupart des gens pensent instinctivement. Ce ne sont pas les hivers froids qui causent les périodes glaciaires. Ce sont les étés frais. Pourquoi? Parce que la neige
tombe en hiver de toute façon, que l'hiver soit très froid ou modérément froid. Ce qui compte, c'est ce qui arrive à cette neige au printemps et en été. Si les étés sont suffisamment chauds, toute la neige hivernale fond et l'ardoise est effacée. Mais si les étés sont un peu plus frais que d'habitude, pas très frais, juste un peu, alors une partie de la neige hivernale survit à l'été. Elle ne fond pas complètement. Et l'hiver suivant, Et une nouvelle couche de neige tombe par-dessus celle qui a survécu. Et si l'été suivant est encore trop frais pour tout faire fondre, la couche de neige grandit encore. Année après année, siècle après siècle, cette neige accumulée se compacte, se transforme en glace et finit par former un glacier, puis une calotte glaciaire, puis un monstrueux bouclier de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Tout commence par des étés qui sont juste un tout petit peu trop frais pour faire fondre toute la neige. C'est aussi simple que ça, et aussi effrayant que ça. Actuellement, l'obliquité est à 23,44 degrés et elle est en train de diminuer, ce qui signifie que nous nous dirigeons lentement vers des saisons plus douces, avec des étés légèrement plus frais dans l'hémisphère nord. et exactement le type de conditions qui favorisent la croissance des glaces. Le troisième cycle de Milankovitch s'appelle la précession, et il opère sur un cycle d'environ 26 000 ans, avec une précession climatique effective d'environ 21 000 ans. C'est peut-être le plus élégant et le plus subtil des trois cycles. Imaginez une toupie qui tourne. Quand elle commence à ralentir, son axe ne reste pas parfaitement fixe. Il décrit un lent cercle, un mouvement de balancement appelé précession. La Terre fait exactement la même chose. Son axe de rotation décrit un cercle complet en environ 26 000 ans. Et cette oscillation a une conséquence climatique fascinante. Elle change la saison à laquelle la Terre se trouve, au point le plus proche du Soleil. En ce moment, l'hémisphère nord a son hiver, quand la Terre est la plus proche du Soleil, en janvier. Cela signifie que les hivers de l'hémisphère nord sont légèrement plus doux qu'ils ne le seraient autrement, et les étés légèrement plus frais. Parce que l'été se produit quand la Terre est plus éloignée du Soleil. Mais, il y a environ 11 000 ans, la situation était inversée. L'hémisphère nord avait son été quand la Terre était au plus près du Soleil, ce qui signifiait des étés plus chauds et des hivers plus froids. Et pourquoi est-ce important? Parce que la plupart des terres émergées de la Terre, et donc la plupart des zones potentielles de croissance des calottes glaciaires, se trouvent dans l'hémisphère nord. L'Amérique du Nord, l'Europe, la Sibérie, ce sont ces continents qui se couvrent de glace pendant les périodes glaciaires. Donc, qu'est-ce qui compte pour déclencher ou empêcher une glaciation? Ce sont les conditions climatiques de l'hémisphère nord, et en particulier la température de ces étés. Quand la précession fait en sorte que les étés de l'hémisphère nord coïncident avec la distance maximale au Soleil, les étés sont plus frais et les conditions sont favorables à la croissance des glaces. L'effet de la précession est amplifié par l'excentricité. Quand l'orbite est presque circulaire, la précession n'a pratiquement aucun effet, parce que la différence entre le périhélie et l'aphélie est négligeable, mais quand l'orbite est très elliptique, la précession devient très importante parce que la différence de distance au Soleil entre les deux points est grande. L'excentricité module l'amplitude de la précession, comme le bouton de volume sur une radio. Ce qui rend la théorie de Milankovitch si puissante, c'est que
ce ne sont pas ces 3 cycles pris individuellement qui causent les ères glaciaires. C'est leur interaction, leur combinaison, leur superposition. Aucun de ces cycles seuls n'est assez puissant pour plonger la Terre dans une glaciation. La variation d'énergie solaire qu'ils provoquent individuellement est trop faible. Mais quand les 3 cycles s'alignent d'une certaine manière, quand l'obliquité est faible, quand la précession place les étés de l'hémisphère nord au point le plus éloigné du Soleil, et quand l'excentricité amplifie cet effet, alors les étés de l'hémisphère nord deviennent suffisamment frais pour que la neige commence à s'accumuler. Et une fois que le processus est enclenché, les mécanismes de rétroaction prennent le relais et amplifient le signal initial en une glaciation complète. Imaginez 3 vagues dans l'océan, chacune avec une taille et une vitesse différentes. La plupart du temps, elles se déplacent de manière indépendante, se renforçant parfois, s'annulant d'autres fois. Mais de temps en temps, elles s'alignent toutes les 3 au même moment, au même endroit, et créent une vague géante, un mur d'eau qui domine toutes les autres. C'est exactement ce qui se passe avec les cycles de Milankovitch. Quand les 3 s'alignent pour favoriser des étés frais dans l'hémisphère nord, la glaciation commence. Quand ils s'alignent pour favoriser des étés chauds, la déglaciation se déclenche. Milankovitch est mort en 1958 sans jamais savoir si sa théorie était correcte. Ce n'est qu'en 1976 que 3 scientifiques, James Hayes, John Embry et Nicholas Shackleton, publièrent un article qui allait changer l'histoire de la climatologie. Cet article, intitulé « Variation in the Earth's Orbit, Pacemaker of the Ice Ages », qui signifie « variation de l'orbite terrestre, le métronome des ères glaciaires », est l'un des articles scientifiques les plus importants jamais publiés. Ce que ces 3 chercheurs firent fut de prendre des carottes de sédiments au fond de l'océan Indien et d'analyser les coquilles microscopiques de créatures marines appelées foraminifères. Ces minuscules organismes construisent leurs coquilles à partir de carbonate de calcium dissous dans l'eau de mer. Et le rapport entre 2 formes d'oxygène dans ces coquilles, l'oxygène 16 et l'oxygène 18, agit comme un thermomètre naturel et enregistrant à la fois la température de l'eau et le volume de glace sur les continents. En analysant ces rapports isotopiques couche par couche dans leurs carottes de sédiments, Hayes, Embry et Shackleton reconstituèrent un enregistrement continu du climat terrestre sur des centaines de milliers d'années. Puis, ils appliquèrent une analyse mathématique appelée analyse spectrale, qui décompose un signal complexe en ses fréquences constituantes, exactement comme un prisme décompose la lumière blanche en couleurs. Et ce qu'ils trouvèrent fut extraordinaire. Le signal climatique contenait exactement les 3 fréquences que Milankovitch avait prédites, un cycle de 100 000 ans, un cycle de 40 et 1 000 ans, et un cycle de 23 000 ans. Les 3 cycles orbitaux étaient là ou inscrits dans la géochimie des coquilles de créatures marines microscopiques au fond de l'océan. C'était la preuve irréfutable. Milankovitch avait raison. Ses décennies de calcul à la main, ses années de prison, son travail obstiné et méconnu, tout cela était justifié. L'orbite de la Terre contrôle bien le rythme des ères glaciaires. Mais tragiquement, il n'a jamais vécu pour le savoir. Et maintenant, nous arrivons à ce qui est peut-être la partie la plus fascinante, la plus déroutante et la plus mystérieuse de toute cette histoire.
Si vous appréciez ce voyage dans les profondeurs du temps et de la science, prenez un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres esprits curieux comme vous. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite va vous surprendre encore plus que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Parce qu'il y a un problème, un énorme problème. Et ce problème est resté l'un des plus grands casse-têtes de la science du climat pendant des décennies. Voici le problème. Nous avons dit que le cycle de l'excentricité opère sur une période de 100 000 ans et que les ères glaciaires suivent un cycle de 100 000 ans. Parfait. Tout coïncide, n'est-ce pas? Sauf que l'excentricité est le plus faible des 3 cycles de Milankovitch en termes d'effet direct sur l'énergie solaire. Son influence est minuscule, à peine 0,2% de variation. L'obliquité, avec son cycle de 41 000 ans, a un effet beaucoup plus fort sur la répartition de l'énergie solaire, en particulier aux hautes latitudes. Et là où les calottes glaciaires se forment, logiquement, si les cycles de Milankovitch contrôlent les ères glaciaires, ce devrait être le cycle de l'obliquité, celui de 40 et 1 000 ans, qui domine. Les ères glaciaires devraient se produire tous les 40 et 1 000 ans, pas tous les 100 000 ans. Et voici la chose vraiment étrange. Avant, il y a environ 1 million d'années, c'était effectivement le cas. Les cycles glaciaires suivaient bien le rythme de l'obliquité, avec une périodicité d'environ 41 000 ans. Les glaciations étaient de plus courtes, moins intenses et parfaitement synchronisées avec les variations de l'inclinaison axiale. Puis, quelque chose a changé. Entre environ 1,2 million d'années et 800 000 ans, il y a eu une transition. Et un changement fondamental dans la manière dont le système climatique terrestre répondait aux cycles orbitaux. Les cycles glaciaires sont passés de 41 000 ans à 100 000 ans. Les glaciations sont devenues plus longues, plus intenses, plus dramatiques. Cette transition s'appelle la transition du Pléistocène moyen, ou MPT en anglais, et elle reste l'un des plus grands mystères non résolus de la science du climat. Ce qui rend ce mystère si profond, c'est que les cycles de Milankovitch eux-mêmes n'ont pas changé. L'excentricité, l'obliquité et la précession ont continué à varier exactement de la même manière avant et après la transition. Ce n'est pas le forçage qui a changé. C'est la réponse de la Terre qui a changé. Quelque chose dans le système climatique terrestre s'est modifié il y a environ 1 million d'années, et ce changement a fait basculer le rythme des glaciations du cycle de 41 000 ans au cycle de 100 000 ans. Mais quoi? Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi le cycle le plus faible est-il devenu le cycle dominant? Plusieurs hypothèses ont été proposées, et chacune est fascinante à sa manière. La première hypothèse suggère que c'est le déclin progressif du dioxyde de carbone atmosphérique qui est responsable. Au cours des millions d'années précédant la transition, la concentration de CO2 dans l'atmosphère avait lentement diminué, en raison principalement de l'altération chimique des roches silicatées, un processus géologique qui retire le CO2 de l'atmosphère et le piège dans les sédiments océaniques. Quand le CO2 est descendu en dessous d'un certain seuil critique et les calottes glaciaires ont pu grandir plus que jamais auparavant, et des calottes glaciaires plus grandes ont plus d'inertie. Elles prennent plus de temps à se former, mais aussi beaucoup plus de temps à fondre. Si la calotte glaciaire devient suffisamment massive,
elle ne peut plus fondre complètement pendant un simple cycle d'obliquité de 41 000 ans. Elle survit à un cycle, puis à 2, puis elles ne font que lorsqu'un cycle d'excentricité favorable crée les conditions nécessaires pour déclencher une déglaciation. C'est comme si les calottes glaciaires étaient devenues trop grosses pour le petit cycle de 41 000 ans et qu'elles ne répondaient plus qu'au grand cycle de 100 000 ans. La deuxième hypothèse, proposée par les scientifiques Peter Clark et David Pollard, est encore plus ingénieuse. Et pendant les premiers millions d'années de l'ère glaciaire du Quaternaire, les calottes glaciaires avançaient et reculaient sur un sol couvert de régolithes, c'est-à-dire de terre meuble, de gravier, de sable et de sédiments non consolidés. Ce sol meuble offrait peu d'adhérence aux glaciers qui glissaient relativement facilement sur cette base instable. Mais au fil des dizaines de cycles glaciaires, les glaciers ont progressivement raclé tout ce matériel meuble, l'emportant vers les marges de la calotte et l'évacuant dans les océans. Quand tout le régolithe fut enlevé, les glaciers se retrouvèrent directement sur la roche nue, le socle rocheux. Et la roche nue offre une bien meilleure adhérence. Les glaciers pouvaient désormais s'agripper à leur base, devenir plus stables, plus résistants à la fonte, et que ces calottes glaciaires plus stables pouvaient survivre à travers 1 ou 2 cycles d'obliquité sans fondre complètement, et elles ne se retiraient que lorsque le forçage orbital était suffisamment fort, ce qui n'arrivait que sur le rythme de 100 000 ans. La troisième hypothèse fait intervenir l'Antarctique et l'océan austral. Selon cette idée, des changements dans la circulation océanique de l'hémisphère sud, en particulier dans l'océan austral qui entoure l'Antarctique, auraient créé un couplage entre les calottes glaciaires des 2 hémisphères. L'océan austral joue un rôle crucial dans le stockage du CO2 dans les profondeurs océaniques, et des modifications de la circulation dans cette région auraient pu amplifier et synchroniser les cycles glaciaires à l'échelle mondiale, imposant le rythme de 100 000 ans. La quatrième hypothèse est peut-être la plus radicale. Elle suggère que le cycle de 100 000 ans n'est pas réellement causé par l'excentricité orbitale. Au lieu de cela, les calottes glaciaires auraient leur propre rythme interne de croissance et d'effondrement. Elles grandissent lentement sur des dizaines de milliers d'années, mais quand elles atteignent une taille critique, elles deviennent instables et s'effondrent de manière catastrophique à cause du rebond isostatique, du vélage massif d'iceberg, de la déstabilisation de leur base par la chaleur géothermique ou d'autres mécanismes internes. Ce rythme interne serait d'environ 100 000 ans et l'excentricité ne ferait que synchroniser ces oscillations internes comme quand vous poussez un enfant sur une balançoire. Vous ne fournissez pas toute l'énergie du mouvement. Et la balançoire a sa propre fréquence naturelle. Vous vous contentez de donner des petites poussées au bon moment pour maintenir le mouvement. L'excentricité serait la petite poussée qui synchronise l'oscillation naturelle des calottes glaciaires. Et il y a une 5e perspective, celle de la réponse non linéaire. Le système climatique terrestre n'est pas un système linéaire où de petites causes produisent de petits effets et de grandes causes produisent de grands effets. C'est un système profondément non linéaire où de petites perturbations peuvent déclencher des changements catastrophiques et où les signaux d'entrée peuvent être amplifiés, déformés, transformés de manière imprévisible. L'excentricité, bien qu'elle ait un effet direct très faible, module l'amplitude de la précession. Quand l'excentricité est élevée,
et les variations de la précession sont amplifiées. Quand elle est basse, elles sont atténuées. La combinaison de l'excentricité et de la précession, passée à travers les filtres non linéaires des mécanismes de rétroaction climatique, peut produire un signal de sortie dominé par la fréquence de 100 000 ans, même si le signal d'entrée à cette fréquence est très faible. C'est comme une petite allumette qui déclenche un incendie de forêt. L'allumette ne contient pas assez d'énergie pour brûler une forêt, mais elle déclenche une réaction en chaîne qui libère l'énergie stockée dans les arbres. L'excentricité est l'allumette et les mécanismes de rétroaction sont la forêt. Et cela nous amène justement à ces mécanismes de rétroaction qui sont, en un sens, les véritables architectes des ères glaciaires. Les cycles de Milankovitch fournissent le déclencheur, la petite impulsion initiale. Mais ce sont les mécanismes de rétroaction qui transforment cette impulsion en une glaciation planétaire. Sans les rétroactions, les variations orbitales ne produiraient qu'un changement de température de 1 à 2 degrés Celsius, à peine perceptible. Avec les rétroactions, le changement atteint 5 à 8 degrés à l'échelle mondiale et jusqu'à 20 degrés dans les régions polaires. Le pistolet ne tue pas sans balle. Les cycles de Milankovitch sont le doigt qui presse la détente, mais les rétroactions sont les balles. La première, et peut-être la plus puissante de ces rétroactions, est la rétroaction glace-albédo, et elle est d'une simplicité terrifiante. L'albédo est une mesure de la quantité de lumière solaire qu'une surface réfléchit. La glace et la neige sont blanches et elles réfléchissent entre 80 et 90% de la lumière du soleil qui les frappe. L'océan et la terre nue sont sombres et ils absorbent environ 90% de cette même lumière. Maintenant, suivez la logique. Quand les cycles de Milankovitch favorisent des étés frais dans l'hémisphère nord, un peu de neige supplémentaire survit à l'été. Cette neige supplémentaire est blanche. Elle réfléchit plus de lumière solaire. Moins de lumière solaire absorbée signifie moins de chaleur. Moins de chaleur signifie des étés encore plus frais. Des étés encore plus frais signifient encore plus de neige qui survit. Encore plus de neige signifie encore plus de réflexion. Encore plus de réflexion signifie encore moins de chaleur. C'est une boucle de rétroaction positive. Chez un cercle vicieux, une spirale auto-amplificatrice. Chaque pas renforce le précédent et le système s'emballe. Ce qui a commencé comme un minuscule déséquilibre, quelques jours de neige supplémentaires en été, se transforme en une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur au fil des millénaires. Et cette rétroaction fonctionne aussi en sens inverse, ce qui explique pourquoi la déglaciation, une fois qu'elle commence, est si rapide. Quand les étés se réchauffent un peu de glace fond. La surface en dessous est sombre. Elle absorbe plus de lumière, plus de chaleur, plus de fonte. Surface, plus sombre, plus de chaleur, plus de fonte. La spirale s'inverse, mais cette fois vers le haut, vers le chaud, et les calottes glaciaires qui ont mis 90 000 ans à se construire peuvent fondre en à peine 10 000 ans. La deuxième grande rétroaction est celle du dioxyde de carbone et elle implique un acteur inattendu, l'océan. Au cours de chaque cycle glaciaire, la concentration de CO2 dans l'atmosphère oscille de manière remarquablement synchronisée avec la température. Pendant les périodes glaciales, le CO2 atmosphérique chute d'environ 280 parties par million, le niveau typique des interglaciaires à environ 180
parties par million. Pendant les déglaciations, il remonte à 280. Où va ce CO2 pendant les périodes glaciales? La réponse est dans l'océan. L'eau froide absorbe plus de CO2 que l'eau chaude, exactement comme une boisson gazeuse froide retient mieux ses bulles qu'une boisson tiède. Quand les océans se refroidissent au début d'une glaciation, ils absorbent davantage de CO2 atmosphérique. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Les changements dans la circulation de l'océan austral jouent un rôle crucial. Pendant les périodes glaciales, la stratification de l'océan austral se renforce, piégeant le CO2 dans les eaux profondes et l'empêchant de revenir à la surface et dans l'atmosphère. De plus, la poussière glaciaire, transportée par les vents violents des périodes glaciales sur des milliers de kilomètres, fertilise l'océan en fer, stimulant la croissance du phytoplancton, qui absorbe encore plus de CO2 par la photosynthèse. Tous ces mécanismes conspirèrent pour réduire le CO2 atmosphérique pendant les glaciations, et chaque molécule de CO2 retirée de l'atmosphère affaiblit l'effet de serre, ce qui refroidit encore plus le climat. C'est ce qui renforce encore l'absorption de CO2 par l'océan. C'est une autre boucle de rétroaction positive qui amplifie massivement le refroidissement initial. Il y a un point crucial que je veux souligner ici, parce qu'il est souvent mal compris et parfois délibérément déformé dans les débats publics. Les carottes de glace montrent que le CO2 et la température sont étroitement corrélés sur 800 000 ans, mais elles montrent aussi que les changements de CO2 surviennent légèrement après les changements de température, avec un décalage d'environ 200 à 800 ans. Certaines personnes utilisent ce fait pour affirmer que le CO2 ne joue aucun rôle dans le changement climatique, que c'est la température qui contrôle le CO2 et non l'inverse. Mais cette interprétation est fondamentalement incorrecte. Le décalage prouve simplement que le CO2 n'est pas le déclencheur initial des cycles glaciaires. Le déclencheur, ce sont les cycles de Milankovitch. Mais une fois que le réchauffement ou le refroidissement initial a commencé, le CO2 agit comme un amplificateur puissant, une rétroaction qui transforme un petit changement initial en un changement climatique massif. L'augmentation initiale de température fait que l'océan libère du CO2, et ce CO2 supplémentaire dans l'atmosphère renforce l'effet de serre et amplifie le réchauffement, qui fait libérer encore plus de CO2 et ainsi de suite. Le CO2 est à la fois un effet ET, une cause dans ce système. Il est causé par le réchauffement initial, puis il cause un réchauffement supplémentaire. C'est exactement ce que signifie une rétroaction. La troisième grande rétroaction est celle de la vapeur d'eau, et elle est souvent négligée dans les discussions publiques malgré son importance capitale. La vapeur d'eau est en fait le gaz à effet de serre le plus puissant de l'atmosphère, bien plus puissant que le CO, 2 molécules pour molécule. Et sa concentration dans l'atmosphère dépend directement de la température. L'air chaud peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau que l'air froid. C'est la relation de Clausius-Clapeyron, l'une des lois fondamentales de la thermodynamique. Quand le climat se refroidit, l'air contient moins de vapeur d'eau, ce qui affaiblit l'effet de serre, ce qui refroidit encore le climat, ce qui réduit encore la vapeur d'eau. Quand le climat se réchauffe, l'air contient plus de vapeur d'eau, ce qui renforce l'effet de serre, ce qui réchauffe encore le climat. Cette rétroaction multiplie approximativement par 2 l'effet de tout autre mécanisme de réchauffement ou de refroidissement.
c'est un amplificateur universel qui agit sur tout changement climatique, quelle qu'en soit la cause. La quatrième rétroaction, celle de la circulation océanique, est peut-être la plus dramatique dans ses effets. L'océan n'est pas une masse d'eau stagnante, c'est un système dynamique complexe de courants qui transporte d'énormes quantités de chaleur d'une partie du globe à l'autre. Le plus important de ces systèmes pour les ères glaciaires est la circulation thermohaline, parfois appelée le tapis roulant océanique mondial, et en particulier la circulation méridienne de retournement atlantique, ou AMOC en anglais. L'AMOC fonctionne comme un immense tapis roulant. L'eau chaude et salée de surface est transportée vers le nord dans l'Atlantique par le Gulf Stream et ses prolongements. En arrivant dans les mers nordiques, près du Groenland et de la Norvège, cette eau se refroidit, devient plus dense et plonge vers les profondeurs, formant l'eau profonde nord-atlantique. Cette eau froide et dense circule ensuite lentement vers le sud, le long du fond de l'Atlantique, puis se propage dans les océans Indien et Pacifique avant de remonter à la surface et de recommencer le cycle. Ce processus transporte une quantité phénoménale de chaleur vers le nord de l'Europe, environ 1 pétawatt, ce qui explique pourquoi Londres a un climat beaucoup plus doux que Montréal, bien que les deux villes soient à la même latitude. Pendant les périodes glaciales, ce tapis roulant peut être perturbé ou même interrompu quand les calottes glaciaires fondent partiellement ou libèrent d'immenses armadas d'icebergs dans l'Atlantique Nord. L'eau douce de fonte dilue l'eau salée de surface, la rendant moins dense. Si elle est moins dense, elle ne plonge plus. Si elle ne plonge plus, le tapis roulant s'arrête. Et quand le tapis roulant s'arrête, le transport de chaleur vers le nord cesse et l'hémisphère nord plonge dans un froid encore plus intense. Ce mécanisme est responsable de certains des changements climatiques les plus rapides et les plus dramatiques de l'histoire récente de la Terre, les événements de Heinrich et les événements de Dansgaard-Oeschger, sur lesquels nous reviendrons bientôt. La cinquième rétroaction est celle de la végétation. En période glaciaire, les conditions froides et sèches provoquent le recul des forêts, qui sont remplacées par de la toundra, des steppes herbeuses et des déserts. Les forêts sont sombres, elles absorbent la lumière du soleil. La toundra et la neige sont claires. Elles la réfléchissent. La disparition des forêts augmente donc l'albédo de la surface terrestre, ce qui renforce le refroidissement. De plus, moins de végétation signifie moins de transpiration, donc moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui affaiblit encore l'effet de serre. Et les changements de végétation affectent aussi le cycle du carbone, modifiant la quantité de CO2 stockée dans les sols et la biomasse. Chaque rétroaction s'imbrique avec les autres dans un système d'une complexité vertigineuse, où tout est connecté à tout, où chaque changement en déclenche 10 autres, qui en déclenchent 10 autres encore. La sixième rétroaction, souvent négligée mais fondamentale, est la rétroaction isostatique. Les calottes glaciaires massives de plusieurs kilomètres d'épaisseur exercent un poids colossal sur la croûte terrestre. Ce poids est si immense qu'il enfonce littéralement la croûte dans le manteau sous-jacent, un phénomène appelé dépression isostatique. Quand la calotte glaciaire est à son maximum, le sol en dessous peut être enfoncé de plusieurs centaines de mètres. Cet enfoncement modifie la topographie de la surface, ce qui peut influencer les courants atmosphériques, la circulation océanique et même la stabilité
de la calotte glaciaire elle-même. Quand la glace commence à fondre, la croûte terrestre commence lentement à remonter, un processus appelé rebond, isostatique. Ce rebond est très lent, prenant des milliers d'années, et il a des conséquences importantes. À mesure que le sol remonte sous la calotte glaciaire qui fond, la surface de glace se retrouve à une altitude plus élevée, où l'air est plus froid, ce qui peut ralentir la fonte. Mais d'un autre côté, le rebond peut aussi déstabiliser les bords de la calotte, provoquant des veilages massifs d'icebergs. Le fait que la Scandinavie et le Canada sont encore en train de remonter aujourd'hui, à raison d'environ 1 centimètre par an en certains endroits, est la preuve vivante que la Terre n'a pas encore terminé de se remettre du poids de la dernière calotte glaciaire, 20 000 ans après sa fonte. La baie de Hudson remonte encore. Le golfe de Botany rétrécit lentement. La Terre porte encore les cicatrices de la dernière ère glaciaire, comme un boxeur porte les marques d'un ancien combat. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, aussi fascinant soit-il, on ne serait que de la spéculation théorique, sans preuve. Alors comment les scientifiques savent-ils tout cela? Comment peuvent-ils reconstituer le climat de la Terre sur des centaines de milliers, voire des millions d'années? La réponse se trouve dans l'un des outils scientifiques les plus extraordinaires et les plus élégants jamais développés, les carottes de glace. Au cœur de l'Antarctique et du Groenland, les calottes glaciaires accumulent de la neige depuis des centaines de milliers d'années. Chaque année, une nouvelle couche de neige tombe et se compacte sous le poids des couches suivantes, se transformant progressivement en glace. Ces couches annuelles sont comme les anneaux d'un arbre, mais au lieu d'enregistrer la croissance d'un organisme, elles enregistrent l'histoire du climat de la Terre. Et il y a quelque chose d'encore plus précieux piégé dans cette glace, des bulles d'air, de minuscules poches d'atmosphère ancienne, scellées dans la glace au moment de sa formation, préservées intactes pendant des millénaires. En forant profondément dans la calotte glaciaire et en extrayant une longue carotte cylindrique de glace, les scientifiques peuvent littéralement ouvrir ces bulles et analyser l'atmosphère du passé. Ils peuvent mesurer directement la concentration de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote et d'autres gaz tels qu'ils étaient il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'années. C'est une machine à remonter le temps chimique d'une puissance inouïe. Les rapports des isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans la glace elle-même fournissent un thermomètre extraordinairement précis du passé. Quand il fait froid, la neige contient proportionnellement moins d'oxygène, 18, et moins de deutérium que quand il fait chaud, en raison du fractionnement isotopique qui se produit lors de l'évaporation et de la condensation de l'eau. En mesurant ces rapports isotopiques, couche par couche, dans une carotte de glace, les scientifiques peuvent reconstituer la température de la surface avec une résolution temporelle de quelques années, sur des centaines de milliers d'années. Les particules de poussière piégées dans la glace révèlent les conditions de vent et d'aridité du passé. Les cendres volcaniques fournissent des marqueurs temporels précis, car les grandes éruptions volcaniques laissent des couches de cendres identifiables qui peuvent être datées indépendamment. Les traces de sel marin renseignent sur l'étendue de la banquise. Donc les isotopes du beryllium-10 révèlent l'activité du Soleil. Chaque couche de glace est une bibliothèque d'informations climatiques d'une richesse presque inépuisable.
le plus grand chef-d'œuvre de la science des carottes de glace est sans doute le projet EPICA Dome C, le projet européen de carottage en Antarctique au Dôme C. Les scientifiques ont foré à travers la calotte glaciaire antarctique jusqu'à une profondeur de 3270 mètres, atteignant de la glace vieille de 800 000 ans. 800 000 ans d'histoire climatique continue, enregistrée dans un cylindre de glace de 3 km de long. Cette carotte a révélé 8 cycles glaciaires, interglaciaires, complets dans un détail stupéfiant. Elle a montré la corrélation extraordinairement étroite entre le CO2 et la température sur toute cette période. Elle a montré les oscillations rapides, les événements abrupts, les transitions dramatiques qui ponctuent chaque cycle. Et actuellement, un projet encore plus ambitieux est en cours, appelé Beyond EPICA, qui vise à obtenir de la glace vieille de 1,5 million d'années. Cette glace, si elle est trouvée et si elle est analysable, pourrait enfin résoudre le mystère de la transition du Pléistocène moyen, en nous montrant directement ce qui s'est passé quand les cycles glaciaires sont passés de 40 et 1 000 à 100 000 ans. Mais les carottes de glace ne sont pas le seul outil à notre disposition. Les carottes de sédiments des fonds marins nous emmènent encore plus loin dans le temps. Les foraminifères, ces créatures microscopiques qui construisent leurs coquilles de calcaire dans les eaux océaniques, tombent au fond de la mer à leur mort et s'accumulent couche après couche dans les sédiments. Leurs coquilles enregistrent les conditions océaniques du moment de leur vie, la température de l'eau, la salinité, le volume de glace sur les continents, tout cela codé dans les rapports isotopiques de l'oxygène de leurs coquilles. En forant dans les sédiments marins et en analysant ces coquilles couche par couche, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire climatique de la Terre sur des millions d'années, bien au-delà de la portée des carottes de glace. La compilation LR04, réalisée par Lorraine Lisiecki et Maureen Raymo, a combiné 57 carottes de sédiments océaniques du monde entier en un enregistrement continu couvrant les 5,3 derniers millions d'années. C'est grâce à cet enregistrement que nous connaissons les cycles glaciaires de 40 et 1 000 ans qui précédaient la transition du Pléistocène moyen. Et c'est grâce à lui que nous pouvons voir l'évolution des cycles glaciaires sur une période de temps immense. Il existe encore d'autres archives du passé. Les terrasses coralliennes enregistrent les niveaux marins passés. Quand la mer est haute, les coraux poussent près de la surface actuelle. Quand la mer baisse, ils se retrouvent perchés au-dessus du niveau de l'eau, formant des terrasses qui marquent les anciens rivages comme des lignes de marée fossilisées. Les spéléothèmes, ces formations calcaires qui poussent dans les grottes, stalagmites et stalactites, enregistrent la température et les précipitations dans leurs isotopes et leurs couches de croissance. Les dépôts de l'œuf, ces couches de poussière fine transportées par le vent et déposées sur des milliers de kilomètres, témoignent de l'aridité et de la violence des vents pendant les périodes glaciales. Les grains de pollen fossilisés dans les lacs et les tourbières révèlent quelles plantes poussaient où et quand, permettant de reconstituer les zones climatiques du passé. Chaque outil ajoute une pièce au puzzle et ensemble, ils créent une image cohérente et extraordinairement détaillée de l'histoire climatique de notre planète. Maintenant que nous comprenons le comment, les mécanismes, les rétroactions, les preuves, nous pouvons nous poser une question
encore plus fondamentale. Pourquoi maintenant? Pourquoi notre ère glaciaire a-t-elle commencé il y a 2,6 millions d'années et pas il y a 100 millions d'années? Ou il y a 500 millions d'années. Les cycles de Milankovitch ont toujours existé depuis que la Terre orbite autour du Soleil. Alors pourquoi n'y a-t-il pas toujours eu des ères glaciaires? La réponse nous oblige à zoomer encore plus loin, à passer de l'échelle des centaines de milliers d'années à celle des millions et des dizaines de millions d'années, et à considérer des forces qui opèrent sur des échelles de temps géologiques, la tectonique des plaques et le cycle du carbone à long terme. Pour qu'une ère glaciaire se produise, il faut que les continents soient dans la bonne configuration. Il faut de grandes masses terrestres à proximité des pôles, là où les calottes glaciaires peuvent se former. Et il faut que les connexions océaniques entre les différents bassins soient telles que les courants puissent transporter la chaleur et l'humidité de la bonne manière. La tectonique des plaques, le mouvement lent mais inexorable des continents à la surface de la Terre, prépare le terrain pour les ères glaciaires sur des échelles de temps de dizaines de millions d'années. C'est le metteur en scène qui place les acteurs sur la scène. Les cycles de Milankovitch, eux, sont le chef d'orchestre qui dirige la musique. L'un des événements tectoniques les plus importants pour notre ère glaciaire actuelle est la fermeture de l'isthme de Panama il y a entre 3 et 5 millions d'années. Avant cette fermeture, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique étaient connectés par un passage maritime à travers l'Amérique centrale. Les eaux pouvaient circuler librement entre les deux océans. Mais quand les plaques tectoniques rapprochèrent les deux Amériques et fermèrent ce passage, la circulation océanique mondiale fut profondément modifiée. Le Gulf Stream fut renforcé, transportant davantage d'eau chaude et salée vers le nord de l'Atlantique. Cette eau chaude en surface s'évaporait abondamment, et l'humidité ainsi produite était transportée par les vents vers le nord, vers les latitudes élevées, où elle retombait sous forme de neige. Paradoxalement, c'est le réchauffement des eaux du nord de l'Atlantique qui a pu fournir l'humidité nécessaire à l'alimentation en neige des premières calottes glaciaires de l'hémisphère nord. Il faut de la neige pour faire un glacier, et il faut de l'humidité pour faire de la neige, et il faut des océans chauds pour fournir cette humidité. L'ère glaciaire a peut-être été déclenchée, en partie, par un réchauffement océanique. C'est l'un de ces paradoxes contre-intuitifs qui rendent la science du climat si fascinante et si difficile. Un autre facteur tectonique crucial est le soulèvement de l'Himalaya et du plateau tibétain. Au cours des dizaines de millions d'années précédant notre ère glaciaire, la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne a poussé l'Himalaya et le plateau tibétain vers des altitudes toujours plus élevées. Ce soulèvement a eu deux effets majeurs sur le climat. Premièrement, il a exposé d'immenses quantités de roches fraîches à l'altération chimique. L'altération des roches silicatées est un processus qui consomme du CO2 atmosphérique. L'eau de pluie est légèrement acide grâce au CO2 dissous, réagit chimiquement avec les minéraux silicatés et le carbone est finalement transporté vers l'océan et piégé dans les sédiments calcaires. Plus il y a de roches fraîches exposées, plus l'altération est rapide, plus le CO2 est retiré de l'atmosphère. Le soulèvement de l'Himalaya a donc pu contribuer au déclin à long terme du CO2 atmosphérique qui a rendu la Terre vulnérable aux glaciations. Deuxièmement, le plateau tibétain
avec son altitude moyenne de plus de 4500 mètres, est si massif qu'il perturbe la circulation atmosphérique à l'échelle planétaire. Il modifie les trajectoires du jet stream, influence le système de mousson asiatique et crée des conditions qui favorisent le refroidissement dans certaines régions. La position des continents est aussi fondamentale. L'Antarctique est situé directement sur le pôle sud depuis plus de 30 millions d'années et la calotte glaciaire antarctique existe depuis environ 34 millions d'années, bien avant le début de l'ère glaciaire du Quaternaire dans l'hémisphère nord. La séparation de l'Antarctique de l'Amérique du Sud et de l'Australie a ouvert le passage de Drake et permis l'établissement du courant circumpolaire antarctique, un courant marin qui encercle l'Antarctique et l'isole thermiquement du reste des océans, contribuant au refroidissement intense du continent. Dans l'hémisphère nord, les grandes masses terrestres de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie s'étendent jusqu'à des latitudes élevées, fournissant d'immenses plateformes sur lesquelles des calottes glaciaires peuvent se former lorsque les conditions sont réunies. Non, comparez cela avec l'ère des dinosaures. Pendant le Mésozoïque, les continents étaient dans des positions différentes. Le CO2 atmosphérique était plusieurs fois plus élevé qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas de glace permanente sur Terre pendant plus de 200 millions d'années. Les dinosaures n'ont jamais connu de glaciation. Pas une seule fois en 160 millions d'années d'existence. L'histoire à long terme du CO2 atmosphérique est un fil conducteur essentiel. Au cours de l'histoire de la Terre, le CO2 a oscillé de manière spectaculaire de plusieurs milliers de parties par million pendant certaines périodes géologiques à seulement quelques centaines pendant d'autres. Le cycle du carbone géologique implique deux grands processus. D'un côté, les volcans et le métamorphisme libèrent du CO2 des profondeurs de la Terre vers l'atmosphère. De l'autre, l'altération chimique des roches et l'enfouissement de matière organique retirent le CO2 de l'atmosphère. Sur des échelles de millions d'années, l'équilibre entre ces deux processus détermine le niveau de CO2 atmosphérique. Et au cours des dernières dizaines de millions d'années, cet équilibre s'est progressivement déplacé vers des niveaux de CO2 plus bas, en partie à cause du soulèvement des montagnes et de l'accélération de l'altération qui en résulte. Quand le CO2 a finalement chuté en dessous d'un seuil critique, la Terre est devenue suffisamment sensible aux variations orbitales pour que les cycles de Milankovitch puissent déclencher des glaciations dans l'hémisphère nord. C'est la convergence de toutes ces forces. Et la position des continents, la circulation océanique, le déclin du CO2, qui a créé les conditions nécessaires pour notre ère glaciaire actuelle. Les cycles de Milankovitch n'ont fait que donner le signal de départ. Plongeons maintenant dans un aspect de l'ère glaciaire qui touche à quelque chose de profondément humain. À quoi ressemblait la vie sur Terre pendant la dernière période glaciale? Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo jusqu'ici, partagez-la avec un ami qui aime la science. Et restez avec moi, parce que ce que nous allons explorer maintenant est un monde perdu, un monde que nos ancêtres ont connu de leurs propres yeux. Transportons-nous au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans. La température moyenne globale est inférieure de 5 à 6 degrés Celsius à celle d'aujourd'hui. Cela peut sembler peu, mais les conséquences sont cataclysmiques. 5 à 6 degrés, c'est la différence entre le monde que nous connaissons et un monde radicalement transformé. Et cette moyenne globale masque des variations régionales énormes
Si les tropiques ne sont que de 2 à 3 degrés plus froids, les régions polaires et subpolaires sont de 10 à 20 degrés plus froides. L'Arctique est un enfer de glace. Le niveau des mers a baissé de 120 mètres, et cette simple chute a redessiné la géographie du monde. Entre l'Asie et l'Amérique du Nord, le détroit de Bering n'existe pas. À sa place s'étend un vaste pont terrestre appelé la Béringie, une terre immense de plus d'1 millier de kilomètres de large reliant la Sibérie à l'Alaska. Ce n'est pas un mince passage, c'est un subcontinent à part entière, âme couvert de steppes herbeuses où paissent des mammouths, des bisons et des chevaux. Et c'est par ce pont que les premiers humains vont passer de l'Asie aux Amériques, colonisant un continent entier pour la première fois. Cette migration, l'une des plus importantes de l'histoire humaine, n'a été possible que grâce à l'ère glaciaire. Sans la baisse du niveau marin, il n'y aurait pas eu de pont terrestre, et l'histoire de l'Amérique serait complètement différente. Entre la Grande-Bretagne et le continent européen, il y a un autre monde aujourd'hui englouti, le Doggerland. Là où se trouve maintenant la mer du Nord, il y avait autrefois un vaste pays de collines, de rivières, de forêts et de marécages. Des communautés humaines y vivaient, chassaient, pêchaient, des outils en silex. Des restes d'animaux et même des os humains sont parfois remontés dans les filets des chalutiers modernes qui pêchent en mer du Nord, vestiges silencieux d'un monde englouti par la remontée des eaux à la fin de l'ère glaciaire. En Asie du Sud-Est, le Sundaland reliait ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines en une seule immense masse terrestre. Les îles étaient des montagnes, les détroits étaient des vallées, et les peuples pouvaient voyager à pied à travers ce qui est maintenant un archipel d'îles séparées par des eaux profondes. La Méditerranée avait un niveau d'eau considérablement plus bas, et certaines îles actuelles étaient connectées au continent. Le Sahara, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'était pas toujours un désert pendant les périodes glaciales. Son histoire est complexe et fascinante. Liée aux variations de la mousson africaine qui sont elles-mêmes modulées par les cycles de précession. À certains moments, pendant et après les périodes glaciales, quand les paramètres orbitaux favorisaient des étés plus chauds dans l'hémisphère nord, la mousson se renforçait et pénétrait profondément dans le Sahara, le transformant en un paysage verdoyant de lacs, de rivières et de savanes, ce qu'on appelle le Sahara vert. Ce phénomène s'est produit de manière cyclique, la dernière occurrence majeure datant de seulement 5 à 11 000 ans. Des peintures rupestres dans le Tassili Nadjer, au cœur du Sahara algérien, montrent des hippopotames, des girafes, des scènes de natation et de pêche dans un paysage qui est aujourd'hui l'un des endroits les plus arides de la planète. Et puis, il y avait les animaux. La mégafaune de l'ère glaciaire peuplait un monde qui ressemblait à un rêve, ou peut-être à un cauchemar selon votre perspective. Le mammouth laineux est l'animal emblématique de l'ère glaciaire, et à juste titre. Ces géants cousins des éléphants modernes étaient parfaitement adaptés au froid extrême, avec une épaisse couche de graisse sous-cutanée, un pelage dense de poils longs et une fourrure isolante qui les protégeait des températures les plus basses. Ils parcouraient les vastes steppes mammouths d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord en troupeaux immenses, broutant les herbes et les arbustes de la toundra steppe. Des spécimens parfaitement préservés ont été retrouvés dans le pergélisol sibérien
congelés si rapidement et si complètement que leur chair est encore intacte, que leur sang est encore liquide dans certains cas, et que l'herbe sur laquelle ils mâchaient est encore identifiable dans leur estomac. C'est comme si le temps s'était arrêté, pour eux, au moment de leur mort, il y a des milliers d'années. Le rhinocéros laineux partageait les mêmes steppes que les mammouths, portant un pelage épais et une corne massive. Les ours des cavernes, plus grands que les grizzlies modernes, hibernaient dans les grottes d'Europe, laissant des griffures sur les parois qui sont encore visibles aujourd'hui. Les lions des cavernes, plus grands et plus robustes que les lions africains modernes, chassaient en meute dans les prairies glacées. En Amérique, le paresseux géant terrestre, le mégathérium, atteignait la taille d'un éléphant et se dressait sur ses pattes arrière pour atteindre les feuilles des arbres. Le smilodon, le félin à dents de sabre, était l'un des prédateurs les plus terrifiants qui ait jamais existé, avec ses canines supérieures de 28 cm qui dépassaient de sa mâchoire comme des poignards. Le glyptodon, un cousin géant du tatou, avait la taille d'une voiture et portait une carapace osseuse si épaisse qu'elle servait de protection contre les plus grands prédateurs. Le mégalocéros, ou cerf géant d'Irlande, possédait des bois pouvant atteindre 3,7 mètres d'envergure, les plus grands de tous les cervidés ayant jamais existé. Et puis, entre 10 et 50 000 ans environ, la plupart de ces géants ont disparu. L'extinction de la mégafaune du Pléistocène est l'un des événements les plus débattus en paléontologie. Deux hypothèses principales s'affrontent. La première est que le changement climatique, à la fin de la dernière période glaciale, a détruit les habitats de ces animaux, en particulier la vaste steppe mammouth qui s'étendait de l'Europe à l'Amérique du Nord et qui s'est fragmentée et réduite avec le réchauffement et la montée des forêts. La seconde est que les humains, armés de leur intelligence, de leurs outils et de leur capacité à chasser de manière coordonnée, ont chassé ces animaux jusqu'à l'extinction. La réalité est probablement une combinaison des deux. Le changement climatique a affaibli et fragmenté les populations de mégafaune et les humains ont porté le coup de grâce à des populations déjà fragilisées. Le timing est révélateur. Dans chaque continent, l'extinction de la mégafaune coïncide étroitement avec l'arrivée des premiers humains, plutôt qu'avec un événement climatique spécifique. L'Homo sapiens, notre propre espèce, est un enfant de l'ère glaciaire. Nous avons évolué en Afrique pendant la période glaciaire du Quaternaire et notre histoire, en tant qu'espèce, est intimement entrelacée avec les oscillations climatiques de cette ère. Les conditions glaciaires difficiles ont peut-être été l'un des moteurs de l'innovation humaine. Le froid, l'aridité, la rareté des ressources ont poussé nos ancêtres à développer des vêtements, des abris, la maîtrise du feu, des outils de plus en plus sophistiqués, des stratégies de chasse coopératives et peut-être même le langage complexe. Et les grottes, qui offraient un refuge contre le froid glaciaire, sont devenues l'étoile de certaines des plus grandes œuvres d'art de l'humanité. Les peintures de Lascaux, de Chauvet, d'Altamira, a créé il y a entre 15 et 36 000 ans, pendant les conditions glaciaires les plus rudes, témoignent d'un esprit humain capable de beauté, d'abstraction et de symbolisme, même dans les conditions les plus difficiles. La migration humaine hors d'Afrique a été façonnée par les corridors climatiques ouverts et fermés par les cycles glaciaires. Les passages à travers le Sahara ne s'ouvraient que pendant les phases humides. Le pont terrestre de Béringie
ne permettait le passage vers les Amériques que pendant les phases glaciales. Nos ancêtres ont dansé au rythme des ères glaciaires, et nous sommes le résultat de cette danse. Et voici la réflexion la plus vertigineuse de toutes. L'agriculture, l'invention qui a fondé la civilisation humaine, n'a été possible que grâce à la fin de la dernière période glaciale. Pendant les 100 000 ans de la dernière glaciation, le climat était trop froid, trop sec, trop instable et trop imprévisible pour permettre l'agriculture. Ce n'est que lorsque l'Holocène a commencé, il y a 11 700 ans, avec son climat exceptionnellement stable et doux, que les humains ont pu domestiquer les plantes et les animaux, se sédentariser et construire les premières villes. Chaque civilisation que vous avez étudiée en histoire, chaque ville que vous avez visitée, chaque technologie que vous utilisez, tout cela existe parce que l'ère glaciaire a pris fin et nous a offert une fenêtre de stabilité climatique. Nous sommes les bénéficiaires temporaires d'un accident cosmique, d'un alignement orbital favorable qui a fait fondre les glaces et nous a donné un monde habitable. Chaque fois que vous allumez la lumière, chaque fois que vous mangez du pain, chaque fois que vous conduisez votre voiture, vous bénéficiez du cadeau que la fin de l'ère glaciaire vous a fait. Mais comment exactement une ère glaciaire prend-elle fin? Le processus de déglaciation est l'un des phénomènes les plus spectaculaires de l'histoire de la Terre, un événement d'une puissance et d'une rapidité qui défie l'imagination. Les scientifiques appellent ces événements des terminaisons, et il y en a eu environ 8 au cours des 800 000 dernières années. Chaque terminaison est un basculement cataclysmique du système climatique, un passage de l'état glaciaire à l'état interglaciaire qui se produit en quelques milliers d'années, une durée incroyablement courte comparée aux 90 000 ans de refroidissement qui l'ont précédé. La terminaison la plus récente, qui est celle qui a mis fin à la dernière période glaciale et a inauguré notre Holocène, s'est déroulée entre environ 19 000 et 11 700 ans avant le présent. La séquence de la déglaciation suit un schéma reconnaissable, même si les détails varient d'une terminaison à l'autre. Tout commence avec un changement des paramètres orbitaux de Milankovitch qui augmente l'insolation estivale dans l'hémisphère nord. Les étés deviennent un peu plus chauds. Les bords de la calotte glaciaire commencent à fondre un peu plus que d'habitude en été. Cette fonte est minime au début, presque imperceptible à l'échelle du continent de glace. Mais elle déclenche la rétroaction glace-albédo. Là où la glace a fondu, la surface sombre en dessous absorbe plus de chaleur, ce qui fait fondre plus de glace autour d'elle, et ce qui expose plus de surface sombre. La fonte s'accélère. L'eau de fonte s'écoule vers l'océan, élevant le niveau de la mer. L'eau de mer plus chaude commence à éroder le bord de la calotte glaciaire par en dessous, un processus appelé fonte basale marine, qui déstabilise les fronts de glace et provoque le vêlage d'immenses icebergs. Ces icebergs dérivent dans l'Atlantique Nord, fondent et injectent d'énormes quantités d'eau douce dans l'océan. Cette eau douce perturbe la circulation thermohaline, ce qui a des effets complexes et parfois paradoxaux sur le climat régional. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les changements de circulation océanique, en particulier dans l'océan austral, commencent à déstabiliser la stratification qui maintenait de grandes quantités de CO2 piégées dans les eaux profondes. Le CO2 commence à être libéré des profondeurs océaniques vers l'atmosphère.
L'augmentation du CO2 atmosphérique renforce l'effet de serre, ce qui accélère le réchauffement à l'échelle mondiale. Pas seulement dans l'hémisphère nord, mais partout. Ce réchauffement global fait fondre encore plus de glace, ce qui expose encore plus de surfaces sombres, ce qui libère encore plus de CO2, ce qui réchauffe encore plus. Les boucles de rétroaction s'alimentent mutuellement dans une cascade auto-amplificatrice. Le système climatique bascule de manière irréversible vers un nouvel état, comme une balle qui a franchi le sommet d'une colline et dévale l'autre versant avec une accélération croissante. En quelques milliers d'années, des calottes glaciaires qui avaient mis 90 000 ans à se construire se désintègrent. Le niveau de la mer remonte de 120 mètres, des continents entiers sont remodelés et le monde est transformé. C'est comme une chaîne de dominos. Les cycles de Milankovitch renversent le premier domino, mais ce sont les rétroactions qui renversent tous les suivants. L'un des épisodes les plus extraordinaires de la dernière déglaciation est ce qu'on appelle l'impulsion d'eau de fonte 1A ou Meltwater Pulse 1A. Il y a environ 14 600 ans, le niveau de la mer a soudainement monté de 16 à 20 mètres en seulement 3 à 400 ans. Cela représente une élévation de 4 à 5 cm par an, un taux de montée qui aurait été visible au cours d'une vie humaine. Les communautés côtières auraient vu la mer avancer inexorablement, engloutissant les plages, et les vallées et les plaines côtières en quelques générations. L'origine de cette impulsion est encore débattue. Certains scientifiques pensent qu'elle provient d'un effondrement catastrophique d'une partie de la calotte glaciaire antarctique. D'autres soupçonnent la calotte Laurentide en Amérique du Nord. D'autres encore pensent que les deux ont contribué simultanément. Quelle qu'en soit l'origine, cet événement a été absolument dévastateur pour les écosystèmes côtiers et pour toutes les créatures, y compris les humains, qui dépendaient de ces environnements. Certains chercheurs ont spéculé que cet événement et d'autres montées rapides du niveau de la mer pendant la déglaciation pourraient être à l'origine des mythes de déluge présents dans presque toutes les cultures humaines à travers le monde. Du récit de Noé dans la Bible à l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, des mythes aborigènes australiens aux légendes amérindiennes, l'idée d'une grande inondation qui a englouti le monde est universelle? Peut-être n'est-ce pas un mythe. Peut-être est-ce un souvenir. Et puis, il y a eu un événement qui a stupéfié les scientifiques quand ils l'ont découvert, pour la première fois, dans les carottes de glace du Groenland. Un événement qui ressemble à une fin de film où le méchant que l'on croyait vaincu se relève une dernière fois. Il y a environ 12 900 ans, alors que la Terre se réchauffait régulièrement depuis plusieurs milliers d'années, alors que les glaces fondaient, que la vie recolonisait les terres libérées, que les humains s'adaptaient à un monde de plus en plus doux, la température a soudainement chuté, brutalement. En quelques décennies, peut-être même en quelques années, les températures au Groenland ont plongé de 7 à 8 degrés Celsius. L'hiver est revenu. Les glaciers ont cessé de reculer et ont recommencé à avancer. La toundra a remplacé les forêts qui commençaient tout juste à repousser. L'Europe et l'Amérique du Nord ont été replongées dans des conditions quasi glaciaires. Cet événement s'appelle le Dryas récent, du nom d'une petite fleur arctique, la Dryas octopetala, dont le pollen réapparaît dans les sédiments de cette période, témoignant du retour du froid. Il a duré environ 1200 ans, de 12 900 à 11 700 ans avant le présent.
L'explication la plus largement acceptée du Drias récent implique un événement cataclysmique d'eau de fonte. Et pendant la déglaciation de la calotte laurentide en Amérique du Nord, un immense lac d'eau de fonte s'était formé le long du bord de la calotte en recul, alimenté par la fonte continue de la glace. Ce lac, connu sous le nom de lac Agassiz, était l'un des plus grands lacs d'eau douce de l'histoire de la Terre, plus grand que tous les grands lacs réunis. À un certain moment, la barrière de glace qui retenait ce lac a cédé et un volume astronomique d'eau douce s'est déversé d'un seul coup dans l'Atlantique Nord. Cette injection massive d'eau douce a dilué l'eau salée de surface, l'a rendue moins dense et a interrompu la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Le tapis roulant thermohaline s'est arrêté. Sans le transport de chaleur du Gulf Stream vers le nord, l'Europe et l'Amérique du Nord ont été plongées dans le froid. C'est un exemple terrifiant de la sensibilité du système climatique aux perturbations soudaines. Un seul événement, la vidange d'un lac, a pu replonger une grande partie de l'hémisphère nord dans des conditions quasi glaciaires pendant plus de 1000 ans. Il existe aussi une hypothèse alternative, plus controversée, l'hypothèse de l'impact du Drias récent, qui propose qu'un ou plusieurs fragments d'une comète auraient frappé la calotte glaciaire nord-américaine il y a environ 12 900 ans, provoquant des incendies massifs, une déstabilisation catastrophique de la calotte glaciaire et déclenchant la crise climatique du Drias récent. Des partisans de cette hypothèse citent la présence de nanodiamants, de sphérules magnétiques et de couches de suie dans des sédiments datant de cette période. Cependant, cette hypothèse reste très controversée et n'est pas acceptée par la majorité de la communauté scientifique, qui considère que l'explication par l'eau de fonte glaciaire est suffisante. Et puis, il y a environ 11 700 ans, le froid du Drias récent a pris fin. Et il a pris fin de manière encore plus brutale et soudaine qu'il n'avait commencé. Les carottes de glace du Groenland montrent un réchauffement de peut-être 10 degrés Celsius en quelques décennies, peut-être même moins. En l'espace d'une vie humaine ou deux, le monde est passé de conditions quasi-glaciaires à un climat interglaciaire doux et stable. L'Holocène avait commencé, et avec lui, tout ce que nous appelons la civilisation. Mais le Drias récent n'est pas la seule surprise climatique cachée dans les archives de l'ère glaciaire. Les carottes de glace du Groenland ont révélé que pendant les périodes glaciales, le climat de l'hémisphère nord était tout sauf stable. Il oscillait sauvagement, avec des sauts de température rapides et dramatiques qui se répétaient encore et encore tout au long de la glaciation. Ces oscillations s'appellent les événements de Dansgaard-Oeschger, du nom des deux scientifiques qui les ont découverts, Willy Dansgaard et Hans Oeschger. Chaque événement de Dansgaard-Oeschger consiste en un réchauffement rapide de 8 à 15 degrés Celsius au Groenland en quelques décennies, suivi d'un refroidissement graduel sur plusieurs siècles à quelques millénaires, puis un retour brutal aux conditions froides. Ces événements se sont produits environ tous les 1500 ans pendant la dernière période glaciale. Et ils témoignent d'une instabilité fondamentale du système climatique en mode glaciaire. Le mécanisme exact n'est pas entièrement compris, mais il implique probablement des oscillations du tapis roulant thermohaline atlantique, des interactions entre la calotte glaciaire et l'océan, et des rétroactions entre la banquise et l'atmosphère. Les événements de Heinrich sont encore plus dramatiques. Ce sont des épisodes pendant lesquels la calotte glaciaire laurentide a libéré
d'immenses armadas d'icebergs dans l'Atlantique Nord, des décharges si massives qu'elles ont laissé des couches de débris rocheux identifiables à travers tout le fond de l'Atlantique. Ces débris, transportés par les icebergs et libérés au fur et à mesure de leur fonte, elles se sont déposées en couches distinctes que les scientifiques peuvent identifier dans les carottes de sédiments marins. Chaque événement de Heinrich représente un effondrement partiel et catastrophique de la calotte glaciaire, une avalanche d'icebergs colossaux se déversant dans l'océan. L'eau douce résultant de leur fonte a perturbé la circulation océanique et causé un refroidissement sévère dans tout l'Atlantique Nord. Les événements de Heinrich sont souvent suivis par des événements de Dansgaard-Oeschger particulièrement forts, comme si le système climatique avait besoin de rebondir après chaque perturbation massive. Le monde glaciaire n'était pas un monde calme et prévisible. C'était un monde de chaos climatique, de sauts brutaux, de basculements soudains. Et les montagnes russes de la température glaciaire font ressembler notre Holocène stable à un lac paisible comparé à un océan en tempête.